voyez, la famille était obligée de l'amener à Zébé. Parce qu'elle n'a pas fumé. Mais c'est l'autre qui a fumé. À cause de cette fumée-là, aujourd'hui, elle est de l'autre côté. Donc, je crois qu'il faudrait que la sensibilisation soit de mise. Et une fois encore, vous savez, c'est la période des vacances. Les gens reviennent d'un peu partout. Et ces gens-là risquent, une fois encore, de polluer encore l'atmosphère à Lomé. Donc, que la sensibilisation soit de mise un peu partout pour effectivement contrarier ce phénomène-là. C'est très important. Alors, oui, Didier? Oui, un autre aspect de la chose, c'est également ceux qui fument dans les lieux publics, sur la route, dans la circulation un peu partout, des gens qui fument un peu partout, dans des quartiers, vous voyez, à des niveaux donnés, dans des quartiers le soir, vous voyez des gens qui se mettent à fumer. Mais est-ce que ce n'est pas interdit? Oui, c'est des choses qui sont interdites normalement, mais est-ce que les autorités font dans la répression de ces questions-là? Je ne veux pas être très xénophobe, moi, mais je vois des gens... voilà, d'une certaine catégorie. Des étrangers? Oui, des étrangers généralement, qui font des choses chez nous, notamment en matière de consommation de drogue, notamment de fumer la cigarette. Ils fument un peu partout, là. Ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, ils font chez nous ici. Mais vous allez porter plainte, peut-être, vous n'aurez jamais raison. Il faut véritablement que, dans ce sens-là également, quand on veut lutter contre la consommation de la drogue, il faut qu'on réprime sérieusement ceux qui fument dans les lieux publics et pour emmerder tout le monde dans les quartiers, dans les marchés, sur la circulation, vous voyez un certain nombre de personnes. Vous imaginez à peu près de qui peuvent s'agir à bord de voitures qui fument, ils conduisent en désordre, à Lomé ici, avec voilà, ils vous narguent, tout ça. Il faut naturellement que les forces de défense et de sécurité ou les forces de sécurité tout simplement puissent naturellement s'occuper de ces cas-là, parce que nous n'allons pas devenir tous des fumeurs au Togo parce que des gens fument. Il faut naturellement que si des gens veulent fumer, aillent se cacher pour fumer et ne fument pas un peu partout pour finalement, comme Jacques le dit, que quelqu'un qui n'a pas fumé puisse commencer à développer des maladies liées au tabac parce que quelqu'un d'autre aura fumé tout à côté de lui ou de sa maison ou dans la circulation et qu'il aura inhalé des substances. Bien, le sujet ou le paramètre qu'évoque Didier, je pense quand même que c'est très important parce que il y a aussi les fumeurs passifs qui développent peut-être alors d'autres maladies, enfin des maladies que développent aussi les fumeurs. C'est vrai que nous ne sommes pas des médecins, mais l'OMS l'a toujours démontré que lorsque vous êtes à côté d'un fumeur, vous êtes plus exposé au danger. Oui. Vous fumez plus que lui. Voilà, vous fumez, bref, vous fumez plus que la personne. C'est pourquoi même il est interdit de fumer dans les lieux publics. Ça, c'est reconnu. Sauf que des fois, tu arrives quelque part où tu retrouves quelqu'un en train de fumer, à côté de lui, il y a des gens, mais personne ne dit rien. Lorsque tu parles, on te regarde bizarre. Mais ce sont des dispositions normalement qui doivent même conduire des gens à la police ou en prison. Lorsqu'on sait que la cigarette, je suis assis à côté de quelqu'un qui fume et que son acte va introduire en moi des maladies qui peuvent même entraîner ma mort, là vraiment c'est tellement grave, on ne devrait même pas badiner là-dessus. Aujourd'hui, la cigarette, je ne sais pas, je parle de la cigarette, bref, la drogue en général, je ne sais pas à quel niveau l'OMS classe le danger de la consommation de la drogue, je n'ai pas encore les informations, mais ce qu'on sait que c'est très grave parce que tous les fumeurs, lorsqu'il s'agit d'une petite maladie, on lui pose la question, est-ce que vous fumez? Il dit oui, là c'est grave, que tes poumons sont endommagés, comment l'appelle-t-on, tes intestins sont endommagés, le cœur est abîmé, tout ça là, le sang est abîmé. Mais ça ne nous ajoute rien lorsque, en consommant quelque chose, ça t'apporte du mal. À quoi bon continuer? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, par exemple, je suis né, j'ai retrouvé mon papa qui fumait. Mais là, ce n'est pas... Mon papa fumait, mais ce n'est pas ce qu'on fume aujourd'hui. Ça, c'est la pipe avec ce qu'on cultive au village. On appelle ça le tabac, ça, non? Là-bas, c'est pas le tabac. Mais ce n'est pas parce que le papa fumait que nous, on va fumer. Il a fumé seul jusqu'à vieillir, mourir. Aucun de ses enfants n'a pris une fois la cigarette ou bien la pipe. On n'imite pas quelque chose qui est dangereux. Il ne faut pas s'aventurer là-dessus. Donc, vivement que les autorités sévissent vraiment pour que ça sauve des vies innocentes. Jacques, il faut assez de répression maintenant, puisque il y a même d'ailleurs ces interdictions qui sont là, mais qu'on n'applique pas.
Non, le vrai problème, d'abord, il faut voir les circuits. Les circuits d'entrée de ces stupéfiants dans notre pays. Ça passe où? Comment on fait le contrôle? C'est ça aussi le problème. Je crois qu'aujourd'hui, s'il faut réprimer, c'est une bonne chose. S'il faut interdire, c'est une bonne chose. Mais il faut contrôler le circuit d'entrée. Parce que le Togo ne produit pas, à ce que je sache, la cigarette. Parlant de la drogue, c'est vrai qu'il y a une fabrication qu'on fait également, mais l'État doit contrôler effectivement les flux d'entrée de cette cigarette et de cette drogue. Parce que ça ne passe pas par l'aéroport, ça doit passer par peut-être les frontières ou peut-être par le port. Donc il faudrait également qu'un contrôle strict soit fait à ce niveau-là. Et renforcer également le comité de lutte contre la drogue dans notre pays. Parce qu'il y a une commission. Il faudrait que cette commission également soit renforcée et que cette commission-là puisse avoir également l'éventail large de pouvoir effectivement aller dans presque tous les secteurs. On a parlé tout à l'heure le fait de ne pas fumer en public dans les lieux au niveau du service, mais les gens le font. Ça, il faut le reconnaître. Les gens le font. Mais je crois qu'aujourd'hui, hormis peut-être cette sensibilisation, il faut que l'État puisse avoir les moyens de contrôler effectivement les flux d'entrée de cette cigarette-là et de cette drogue. Et l'autre aspect, vous savez, Pascal, ce que les jeunes font aujourd'hui, c'est-à-dire que pour eux, c'est un luxe, quoi. Que vous soyez là aujourd'hui, que vous ne fumez pas la drogue, mais vous êtes on ne sait pas, de Mathusalem peut-être. Vous voyez, les enfants prennent ça comme si c'est un luxe aujourd'hui. Si vous ne fumez pas, bon, vous n'êtes pas ce que vous êtes. C'est comme, vous vous rappelez, entre-temps, le style où on mettait les pantalons au niveau des fesses. Si toi, jeune, tu ne le faisais pas, mais on ne t'appelait pas jeune. Vous voyez, donc, c'est-à-dire que la jeunesse aujourd'hui veut toucher toujours à ce qui est interdit. Vous voyez, au fait, c'est ça la jeunesse. Ce qu'on vous interdit là, les gens veulent toujours toucher. Pourquoi on interdit? Pourquoi c'est interdit de le faire? Alors que quand on interdit, c'est parce qu'on a vu que c'est un mal. Si lorsque vous touchez à ce mal, vous aurez des problèmes. Mais les gens aujourd'hui, tout ce qui est interdit là, les gens veulent effectivement essayer. Les gens veulent toucher là pour voir pourquoi c'est interdit. Alors quand vous touchez, ça constitue aujourd'hui un mal pour vous. Justement, ça constitue un mal pour vous. Alors, nous allons quitter le sujet. On rentre alors en politique pour parler de la clôture de la première session ordinaire 2024, de la première législature. Bien sûr, c'était le vendredi dernier, bien sûr. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de journaux, j'allais dire, qui sont revenus sur le sujet. Ce matin, il y a Nouvelle Opinion qui titre à sa une « Assemblée nationale, Kodzo Adédié invite les députés à assumer les nouvelles prérogatives ». Il y a aussi Togo Matin qui est revenu sur le sujet. Togo Matin qui titre à sa une « Assemblée nationale, Kodzo Adédié évoque l'époque sans précédent que vit la patrie ». Méga Info, Uriel, vous titrez aussi à la une de votre journal ce matin, Assemblée nationale, Kodzo Adédié ou l'incarnation de la sérénité. Alors, vous avez vu quand même un Kodzo Adédié très serein le vendredi dernier, c'était ça? Il est serein, il est serein. Je ne dis pas que ceux qui sont autour de lui sont sereins ou bien ceux qui sont à la maison en l'observant sont sereins, mais le monsieur, depuis que je l'observe dans toutes les situations, il est serein. C'est pourquoi nous, on a opté pour l'angle de la sérénité par rapport à l'homme qui est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. Mais vous avez suivi avec nous la prononciation de son discours jusqu'à la fin. On ne sent pas en quelqu'un qui doute sur la mission qui lui a été confiée. On ne sent pas en quelqu'un qui est une autorité qui attend à chaque fois sollicité par-ci, par-là avant de faire son travail. Il se montre toujours serein. Nous, on le voit toujours serein. C'est pourquoi nous avons titré Adédié ou l'incarnation de la sérénité. Tout ce qu'il a dit, les ambitions, la mission même à atteindre durant les 3 ans à venir, je pense franchement que si il reste dans cette sérénité, il peut apporter quelque chose de plus. Bon, certains diront peut-être que par rapport au contrôle de l'action de l'État dont il a parlé, puisqu'il dit que ça va se faire maintenant d'une façon autre. Bon, quelqu'un dira peut-être que, bon, monsieur n'est plus au gouvernement, donc il connaît très bien ce qui se passe au gouvernement, il peut bien mener ses actions, c'est tout à fait normal. Je pense même que c'est pour toutes ces raisons même, ces raisons qui ont concouru à son élection
à la tête de l'Assemblée nationale. Il a plusieurs fois fait le gouvernement. Donc aujourd'hui, il peut contribuer si vraiment ce que nous suivons est sincère. Si ce que nous suivons est sincère, il peut valablement contribuer à relever certains défis parce qu'il connaît les maladresses, hein, il connaît les insuffisances, il connaît les défauts, il connaît tout ce qui s'est passé au sein du gouvernement. Aujourd'hui, même si les personnes, les têtes changent, le fonctionnement ne va pas changer. Donc, c'est à lui de contribuer pour qu'à la fin de son mandat ou de ses mandats, le peuple togolais puisse se dire, ah voilà, une législature qui est arrivée et qui a effectivement contrôlé l'action de l'État, qui a interpellé à chaque fois les ministres, et quand un ministre ne réagit pas, qui est revenu même jusqu'à faire démissionner des ministres. C'est tout ce que le peuple togolais attend sur ce point-là. Donc par rapport à la fabrication des lois, ça se faisait depuis, mais vivement que ces lois qui seront fabriquées sous la mandature de M. Adégué et de ses collaborateurs soient en faveur du peuple togolais. C'est tout ce qu'on attend, pas des lois qui vont contre le peuple togolais, mais des lois en faveur du peuple togolais. D'accord. Jacques, en suivant le discours alors du président de l'Assemblée nationale, Kojo Adégué, et en le suivant, dans ses propos, finalement, on comprendrait que c'est quelqu'un qui connaît bien, même d'ailleurs, puisqu'il a interpellé même d'ailleurs les députés, ses collègues députés, à assumer les nouvelles prérogatives. Ça veut dire qu'il connaît bien les défis. Non, ce qui est intéressant avec la présidence de M. Kojo Adégué, voilà, vous suivez un peu son parcours. Quelqu'un qui fut, il était d'abord à la douane, après il a pris l'OTR, il quitte l'OTR, il va au ministère du Commerce, il quitte le ministère du Commerce pour le ministère de l'Urbanisme. Donc c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui maîtrise un peu, quoi qu'on dise, les b.a.-ba de ce qu'on appelle l'administration. Il a brassé les finances, il est allé vers également ce qu'on appelle la gestion de la chose publique. Donc je pense que si aujourd'hui il y a quelqu'un qui maîtrise un peu les rouages et de la politique et de la chose publique, c'est bien lui. Parce que vous savez, avant qu'il ne soit président de l'Assemblée nationale, il était d'abord vice-président de UNIR. Tout à fait. Donc c'est pour vous dire qu'il connaît un peu également les rouages sur le domaine politique. Ce qui est intéressant aujourd'hui, Pascal, sur la présidence de M. Kojo Adégué, j'ai suivi un peu son discours. Donc le plus important aujourd'hui, comme Uriel le disait tout à l'heure, ce que les Togolais attendent de M. Adégué, comment pas du contrôle parlementaire, avec, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un an devant nous où on est entre la 4e et la 5e République, parce que selon une disposition transitoire, il y aura encore un Premier ministre qui va gérer les choses publiques pendant au moins un an, peut-être jusqu'au 3 mai 2025, avant que les autres institutions là ne soient mises sur place, pour qu'on puisse avoir un président, un président de la République, un président du Conseil, un président du Sénat, un président de l'Assemblée nationale, pour contrôler ensemble l'action gouvernementale. Donc je crois que pendant ces un an, c'est-à-dire un an de transition, je ne pense pas qu'on puisse voir un peu l'Assemblée nationale. Peut-être ça serait après les un an, c'est-à-dire qu'à partir où on mettra ensemble les institutions de la République et le contrôle de l'action gouvernementale. Donc je crois, avec ce discours, si vraiment le discours que j'ai suivi ne seront pas peut-être dans un discours politique, parce qu'il y a ce qu'on appelle la réelle politique. Hein. Aujourd'hui, on peut faire un bon discours, mais lorsqu'on rentre dans la réelle politique, après on constate également qu'il y a quand même du béton devant. Mais j'ose croire, comme je l'ai dit, il a fait un peu la douane, il a fait les ministères avant d'aller à l'Assemblée nationale. J'ose croire qu'il aura effectivement ces bagages-là, il aura également la main libre pour pouvoir interpeller les ministres sur certains sujets et que les ministres répondent. C'est ça aussi l'autre aspect de la chose. On a vu l'Assemblée sortante où on invite des ministres qui entre-temps avaient nargué même l'Assemblée nationale. J'espère que
avec l'Assemblée que nous avons, sous la houlette de M. Koriou Adedje, qu'on ne puisse pas inviter un ministre et que ce ministre-là vienne brancher ses iPads au niveau de l'Assemblée nationale et partir après. Donc je crois qu'aujourd'hui, ça serait vraiment un bon contrôle de l'action gouvernementale. Donc c'est ce que nous, Togolais, nous attendons de ce Parlement, de ce bureau et de l'Assemblée nationale actuelle. D'accord. Alors, Didier, finalement, quand on le suit, je veux bien parler alors du président de l'Assemblée nationale, quand on le suit dans son discours, on pourra dire que c'est la personne indiquée pour être à la tête? Non, que M. Adedje ait des compétences pour occuper le poste de président de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de doute là-dessus. Jacques parlait tantôt de son parcours. Quelqu'un qui a fait pratiquement 25 ans à la douane avant de devenir commissaire général de l'OTR, ministre par 2 fois avant d'atterrir, et finit d'ailleurs même ministre d'État avant d'atterrir finalement à la tête de l'Assemblée nationale, qu'il ait des compétences, de l'expérience pour ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais est-ce qu'il était la seule personne indiquée? Bon, je n'étais pas dans les secrets de Dieu, mais je savais que dans le Parti UNIR, il y avait, on ne peut pas parler en termes d'ambition, mais il y avait d'autres profils, il y avait assez de profils qui pouvaient occuper la présidence de l'Assemblée nationale. Mais au final, c'est celui qui a choisi. Le chef de l'État, qui est le chef du Parti UNIR, a décidé de composer avec les personnes qu'il pense pour le moment les plus indiquées, tenant compte certainement de la période et d'autres paramètres dont nous ne maîtrisons pas, pour choisir la personne de M. Koriou Adedje, certainement sur la base de capital confiance qu'il a en lui et de leur relation à eux. Et donc oui, ça on ne peut pas épiloguer longtemps dessus. Mais parlant même de l'institution, l'institution parlementaire et de ce que l'Assemblée nationale peut apporter, moi je n'attends pas un miracle. Je ne m'attends pas à un miracle. Il n'y en a jamais eu. Donc je n'espère pas que l'Assemblée nationale actuelle puisse faire un miracle. Ce sera d'ailleurs ce qui veut dire que rien ne va changer. Fondamentalement, qu'est-ce qui peut changer dans le fonctionnement du pays avec... Sois optimiste. Non, je ne suis pas pessimiste non plus. Je suis juste réaliste. Je suis réaliste en disant que ne faut pas attendre non plus grand-chose de cette Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale fait quoi finalement? Elle vote les lois, elle contrôle l'action gouvernementale. Ça s'arrêtera là. Même quand on dira que dans la constitution de la 5e République, l'Assemblée nationale a beaucoup plus de poids et tout ça. Tout à fait. Il n'y a que la dimension de grands électeurs qu'on confère aux députés aujourd'hui et qu'ils vont élire. Enfin, oui, ils vont élire seulement le président de la République, ensemble avec les sénateurs. Le président du Conseil, il est désigné. Et on informe l'Assemblée nationale de sa désignation. C'est-à-dire le parti majoritaire informe le bureau de l'Assemblée nationale de Puisqu'il n'y aura pas de débat. Il n'y a pas de débat même, donc c'est juste une information. Et donc ils n'ont pas de poids dans le choix du président du Conseil. Mais alors qu'aujourd'hui, dans la nouvelle constitution, c'est l'essentiel du pouvoir est concentré ou consacré, si vous voulez, au président du Conseil. Et donc c'est le président du Conseil qui dirige en fait, qui est le dirigeant, qui est le chef puissant de l'exécutif. Mais dans son choix, dans sa désignation, l'Assemblée n'a pas mot à dire, l'Assemblée est juste informée et informe la Cour constitutionnelle là-dessus. Et ça s'arrête là. Ils vont juste voter pour le président de la République, bon, que voilà, certainement qui aura été désigné, elles vont juste entériner. J'estime que ça va être ça. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas des choses extraordinaires à attendre de notre Assemblée nationale dans la configuration actuelle ou même dans les autres configurations anciennes. Il n'y avait pas grand-chose à attendre. Ils vont juste voter les lois. Et comme Uriel le dit, qu'on s'attende à ce que, comme le président de l'Assemblée nationale lui-même le dit, que les lois soient claires pour tout le monde, que les lois votées ne fassent pas objet d'interprétation au point où on soit obligé à chaque fois
de faire appel aux juristes ou aux professeurs de droit d'université pour venir nous expliquer les lois votées par nos parlementaires. Mais expliquer aussi à leur manière. Oui, expliquer, oui, à leur manière, justement, parce qu'ils ne sont pas les législateurs. Donc, à partir de ce moment-là, ne nous mettons pas sur des lunes que l'Assemblée nationale va mettre fin à notre souffrance et tout ça. L'Assemblée nationale va seulement voter les lois et contrôler au besoin l'action gouvernementale et ne vous attendez pas à des miracles. Alors, est-ce que vraiment, quand on prend la conception de Didier par rapport même d'ailleurs à cette nouvelle Assemblée nationale, est-ce que vous attendez quand même quelque chose de cette Assemblée? Bon, Didier, tu le connais. Bon, je ne sais pas. Il est plus proche de ces gens que moi. Peut-être qu'il a beaucoup d'informations, beaucoup d'indiscrétions. Moi, je me nourrissais d'espoir parce qu'on a basculé dans la 5e République. Je me nourrissais de beaucoup d'espoir, surtout sur le contrôle de l'action gouvernementale. Parce que tout le fonctionnement d'un pays repose sur l'action gouvernementale. Alors, si les membres de l'hémicycle n'arrivent pas contrôler au quotidien cette action-là, c'est que c'est grave. Bon, aujourd'hui, si les gens restent encore pessimistes, on ne peut pas leur donner tort parce que tout le temps qu'on a déjà vécu, tout ce qu'on a eu comme expérience, je pense que c'est tout à fait normal que les gens puissent rester pessimistes par rapport à ce qui va changer ou ce qui ne va pas changer. Mais toutefois, je pense quand même que chaque président de l'Assemblée qui arrive cherchera quand même à faire quelque chose de mieux pour laisser les traces avant de partir. C'est Kojo Adeye, à 7 ans-là, n'arrive pas à faire quelque chose durant les 3 ans pour marquer son passage, surtout sur le contrôle de l'action gouvernementale. Les lois votées, peu importe, il y a des lois qui sont votées il y a 200 ans qui n'ont jamais servi à quelque chose. Mais si les députés arrivent à vraiment suivre l'action gouvernementale, qu'on n'amène pas un ministre pour justifier pourquoi la route Lomé-Vaughan-Anfoin n'a pas été achevée et que ce ministre dise que dans 3 mois ça sera achevé, qu'il ne revienne plus jamais. Bon, ce n'est pas ce que nous voulons vivre actuellement. Nous voulons vraiment qu'un ministre qui comparaît puisse donner les causes d'une défaillance ou les difficultés auxquelles il est confronté à faire ceci ou cela. Nous voulons vraiment des choses, même s'il faut même des séances plénières en direct, mais ça serait souhaitable aussi. Je continue de nourrir l'espoir que cette assemblée-là fera quelque chose pour marquer son pas, puisque c'est la première de la 5e République. Jacques, vous avez aussi, ou vous nourrissez aussi cet espoir de voir quelque chose changer avec cette Assemblée nationale? Bon, je crois que pour ceux qui ont suivi un peu le parcours de M. Messa Agboueme Kodjo, qui était président de l'Assemblée nationale, vous vous rappelez que lors de son discours, Agboueme Kodjo n'avait pas toujours parlé de l'Assemblée nationale, hein, il parlait toujours de la représentation nationale. C'est ce qu'il disait dans son discours quand il était président de l'Assemblée nationale. Pour ceux qui se souviennent un peu du passage de Gabriel Messa Kodjo à Agboueme. Au passage paix à son voilà, âme. paix à son âme, justement. Et pour ceux qui ont suivi le discours de Kodjo Adeye la fois passée, il a également parlé de ça. Il a parlé de la représentation également nationale. Il n'a pas parlé de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là, ils sont l'émanation de la République. Voilà, donc c'est ce que moi j'ai retenu, le côté que j'ai retenu de son discours par rapport au discours de Agboueme Kodjo quand il fut président de l'Assemblée nationale. Donc c'est pour vous dire que si le monsieur a déjà en tête d'être les représentants, déjà c'est une bonne chose. Mais l'autre aspect que les uns et les autres avaient commencé déjà par soulever, est-ce que monsieur Adeye aura les coudes par exemple franches? C'est-à-dire que dans une république où on sait qu'il y a un chef d'État, on sait également qu'il y a des super ministres. Est-ce qu'il y aura le coup de France lorsque c'est un super ministre, par exemple, et on l'invite pour venir à l'hémicycle pour s'expliquer? Est-ce que ce ministre-là pourra venir? C'est en ça. Mais j'ose croire que, connaissant un peu M. Adeye, il pourra quand même le faire. Parce que, vous savez, on ne choisit pas un président de l'Assemblée nationale comme ça.
On sait que avant que Adégué ne soit président de l'Assemblée nationale, c'est parce qu'il a reçu la bénédiction de quelqu'un. Et on sait que c'est lui qui fera l'affaire. Donc, comme il a reçu la bénédiction de quelqu'un, donc c'est pourquoi il est là-bas. Mais l'autre aspect, je crois que Hurel disait quelque chose tout à l'heure quand il parlait de retransmettre les débats en direct. Mais j'irai même loin. Vous savez, dans certains parlements, par exemple, je crois que c'est au Bénin ou bien au Burkina Faso, ils ont également une radio au sein, par exemple, du Parlement. Oui, ils ont une radio. Donc, je crois que il faudrait aujourd'hui que M. Adégué innove. Il faut qu'il innove, par exemple, en créant en ayant, par exemple, ce média. Le média là sera là pour retransmettre et dire à peu près le fonctionnement de cette représentation nationale. Et il a parlé des débats qu'on doit retransmettre en direct. Vous savez, il faut que le Togo puisse avoir également cette culture. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont, par exemple, à l'hémicycle, il faut pas seulement utiliser le français. Hein, il faut parler l'évé, il faut parler le kabier, parler le moba, parler le peul, pourquoi pas. C'est-à-dire que pour que les gens qui vous écoutent, les gens qui vous suivent, comprennent effectivement le fonctionnement de ce que vous êtes en train de faire. Pour ceux qui ont souvent l'habitude de suivre les interpellations au niveau de l'Assemblée nationale du Burkina ou bien du Sénégal, vous allez voir, les gens viennent, ils parlent Wolof. C'est-à-dire que c'est une langue accessible à tout le monde et on sait ce qui se passe. Mais ici, ce que nous constatons, les gens vont, ils parlent un gros français. Finalement, ceux qui ont voté pour eux-mêmes ne comprennent même pas ce pourquoi ils sont là-bas. Donc je crois qu'il faudrait que M. Koyo Adégué ressuscite ce projet pour voir s'il faut créer une radio au sein de l'Assemblée nationale pour que le bas peuple puisse savoir effectivement ce qui se passe. Ça serait important. S'il peut innover dans ce sens. D'accord, Didier. C'est vrai qu'on parle alors d'innovation. Ce sont quand même des espoirs que nous nourrissons, bien sûr, pour qu'on voit même autrement cette Assemblée nationale dans son fonctionnement. Mais on sait que déjà avec cette 5e République, il y a aussi des protestataires de cette 5e République. Il y a le Togo debout, il y a aussi Innovation Internationale. Il y a d'autres organisations de la société civile et aussi des partis politiques qui étaient à Kassimé, tout près de nous, ici à Noukopé, pour manifester à travers un meeting aussi leur contestation face à cette 5e République. Et finalement, ça continue toujours, cette contestation. Oui, on a tous constaté que la contestation donc, continue par rapport à cette nouvelle constitution. Donc, nous avons constaté que là, c'est les organisations de la société civile qui tiennent le haut de pavé en matière de cette contestation-là. Et peu à peu, des partis politiques commencent à s'associer à cette dynamique. Je crois que si nous disons que nous sommes pays démocratiques, donc je dirais que, pour être plus objectif, nous sommes un pays en voie de démocratisation. Je dirais que ça s'inscrit dans la dynamique même de la démocratisation ou de la démocratie, où des gens qui ne sont pas d'accord ont également des espaces de liberté pour pouvoir exprimer ce qu'ils sont sur le cœur, et des gens qui continuent d'en appeler à des cadres d'échange et de discussion pour, je ne sais pas, s'il faut revenir sur la loi ou pour faire évoluer la loi ou la loi constitutionnelle. Donc oui, ces gens ont réussi à tenir leur manifestation hier. C'était plus calme, c'était plus cool, c'était réussi pour les organisateurs. Donc on dira que c'était un échec. Bon, chacun verra regardera dans le verre selon sa manière, à moitié plein ou à moitié vide. Donc je crois que c'est dans l'ordre normal des choses. Donc si pour revenir sur l'institution parlementaire, ce que je disais peut-être, je ne sais pas si j'ai été compris, mais tout ce que nous voudrons, nous, chacun de nous, c'est que des institutions de la République et les pouvoirs, qu'on dit pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, puissent contribuer à un bon fonctionnement de l'État et de la République et au bien-être du Togolais. Mais ne nous voilons pas la face et ne perdons pas non plus de vue que nous sommes un pays africain et nous connaissons nos réalités. Et nos réalités où on a plutôt des hommes qui sont plus forts et on a
souvent la tendance de ce qu'un pouvoir restera toujours plus fort que tout le reste du pouvoir. Si je considère que le pouvoir législatif reste un pouvoir, il fallait laisser les choses se faire. Mais on me disait tantôt dans ce studio que pour être président de ce pouvoir-là, quelqu'un a reçu la bénédiction de quelqu'un qui détenait un autre pouvoir. Donc à partir de ce moment-là, la tendance à ce que le pouvoir dont on a reçu la bénédiction continue d'influencer le pouvoir qui a reçu la bénédiction dans son fonctionnement continue. Ne perdons pas de vue, nous sommes en Afrique, nous sommes Togolais, nous connaissons nos réalités. Donc à partir de ce moment-là, n'oublions pas que nous sommes en face d'une configuration où l'Assemblée est dominée par un parti, nous connaissons le parti, et le maître mot là-bas, c'est la discipline de parti. Et la discipline de parti, quelle que sera la bonne volonté de M. Adedje, il voudra certainement faire des choses, mais s'il ne reçoit pas le OK. Si au niveau du parti, on lui dit, mais la discipline, si on met des gens plus huppés que lui dans le parti, dans le gouvernement, et qui, en tant que... il est président d'institutions naturelles. Mais finalement, Didier, est-ce qu'on peut comprendre que la discipline du parti va primer sur l'intérêt du peuple? Je crains fort qu'on soit dans cette configuration et qu'on aille dans ce fonctionnement-là des choses dont la configuration même du pays actuellement, dans la tête des institutions, à l'Assemblée nationale, vous voyez la domination. On va tendre vers également la même chose au niveau du Sénat. On soit dans une configuration où les considérations beaucoup plus partisanes et de discipline de parti priment sur la réelle et les volontés que vous exprimez là, ici. C'est ce que moi je vois, c'est ma lecture des choses. Mais je souhaite être démenti dans le fonctionnement des choses demain, on voit plutôt une Assemblée nationale qui est plus dynamique et qui met des ministres qui se révéleraient auteurs de malversation ou d'autres choses, de mauvaise gestion, les mettre au pilori et pour qu'ils rendent compte devant la République. Moi, je voudrais peut-être que je sois démenti dans ma lecture et dans mon argumentation. Je pense que c'est très fondamental ce que Didier est en train de dire. Là, dans une objectivité catégorique, il faut l'approfondir. Vous savez, lorsqu'un pays fonctionne comme le nôtre, je ne dis pas que notre pays fonctionne mal, lorsque vous n'avez pas de l'opposition et que tout est calé sur un seul parti, là ce qu'il dit, il a parfaitement raison, parce que je ne suis pas en train de voir un ministre, membre du parti bien sûr, interpellé sur un sujet grave soit-il ou non. Je ne suis pas en train de voir ce ministre être conduit par la justice quelque part, parce qu'il y aura toutes les tractations possibles pour atténuer la situation, pour revoir autrement la situation, puisqu'on dira toujours, vous savez, c'est un grand leader de notre parti, il fait ceci, il fait cela. Ça, je suis parfaitement d'accord. C'est le risque. Pour t'aider, c'est le risque. Parce que livrer un ministre comme ça, ou mettre le gouvernement en difficulté, c'est mettre directement le parti en difficulté. Donc, à partir de ce moment-là, le fonctionnement là, et vous imaginez qu'on aura quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais que ça soit le cas. Vous vous rappelez au temps de Djerry Tama, une seconde pour terminer, au temps de Djerry Tama, je ne suis pas en train de le ramener à l'Assemblée nationale. Il y a des ministres qu'on a convoqués à l'Assemblée nationale qui n'ont jamais répondu. C'est ça la crainte. Mis à part ça, moi je suppose que si celui qui est président de l'Assemblée nationale est vraiment fort, qui n'a pas besoin de l'instruction de tel ou de tel pour travailler, ça va marcher. Mais s'il a besoin toujours de l'instruction... D'accord. Jacques, alors, au vu de tout ce que les uns et les autres évoquent, finalement, on dirait tout simplement que nous voulons faire un régime parlementaire à la togolaise. Non, je crois qu'il a parlé tout à l'heure de la configuration politique, où il disait que c'est comme si quelqu'un a reçu la bénédiction de quelqu'un et autres, comme je l'ai dit. Mais vous savez, Pascal, dans presque toutes les démocraties, écoutez, regardez par exemple la France. C'est à cause d'une élection que Macron n'a pas pu remporter qu'il a fait quoi? Il a dissous l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut dire que
en ce moment, est-ce qu'il a eu recours, par exemple, à son Premier ministre? Parce qu'entre-temps, on a vu que le Premier ministre même s'est plaint du fait qu'il a court-circuité l'ensemble du gouvernement et lui-même en tant que Premier ministre. Donc, c'est pour vous dire, quand il parlait, par exemple, de la bénédiction de quelqu'un qu'il aurait reçu, c'est vrai. Parce qu'on est au Togo, il ne faut pas qu'on se voie la face. On a vu comment les élections là se sont passées et on sait comment le choix souvent des présidents des institutions ou les nominations dans ce pays, on sait comment ça se passe. C'est-à-dire que Pascal, ce n'est pas toi qui nommes un ministre, ce n'est pas toi qui nommes par exemple un président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas toi qui nommes un président d'une institution. C'est toujours une configuration quelque part. Et quand on parle de configuration, on sait ce qu'on met dans la configuration, dans la politique togolaise. On sait. Si aujourd'hui, il y a la volonté de celui qui a eu, par exemple, l'assentiment de nommer l'autre comme président de l'Assemblée nationale et qu'un ministre puisse commettre, par exemple, quelque chose, je vous dis, les pouvoirs seront entre les mains de qui avec la Ve République? Ça sera entre les mains du président du Conseil qui va gérer l'ensemble et le fonctionnement du gouvernement. Et si, par exemple, un ministre commet, par exemple, un problème, et on sait la bénédiction que l'autre a reçue par rapport à l'autre, que ce soit président de l'Assemblée nationale, si l'autre veut qu'on puisse vraiment écouter ce ministre-là, cela va se faire. Mais s'il n'y a pas une bénédiction entre eux, je vous dis que je vous parie que le ministre-là peut tout faire, ça ne passera pas. Le président de l'Assemblée nationale pourra avoir la volonté de pouvoir interpeller, par exemple, ce ministre-là, tant qu'il n'aura pas effectivement les coudées franches, tant que l'étau ne sera pas desserré au niveau effectivement du Conseil des ministres, le président là sera là, il ne pourra rien faire. Donc, la configuration, je suis d'accord avec lui. La bénédiction, c'est vrai. Oui, je suis d'accord, parce que c'est moi qui l'ai dit. S'il n'y a pas ça, je vous dis que ça ne pourra pas passer. Uriel, rapidement. Oui, non, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Jacques, moi je pense, et c'est ce qui est normal, que M. Adédié a été élu par ses collaborateurs. Quand vous parlez de nomination, là, ça va porter un peu confusion. Non, il ne parle pas de il a parlé de lui. Voilà, donc, oui, élu. Voilà, moi, je voudrais quand même qu'on s'intéresse aussi à cette question alors de contestation de cette 5e République. Mais finalement, Uriel, est-ce que vous avez l'impression que la messe est dite? Ou la messe est dite depuis fort longtemps, peut-être, parce que là, contestation. Hier, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. C'est comme après l'élection présidentielle de 2020, tout ce qui s'est passé jusqu'à être étouffé, jusqu'à rentrer dans les oubliettes. Je suis en train de voir aussi cette forme de contestation dans cette logique. Contestation, tout est déjà fait, tout est déjà calé. Je ne sais pas si on ne peut pas faire les choses autrement que de rester dans contestation, ça ne sera pas efficace. C'est mon point de vue. Quelqu'un peut démontrer et convaincre le contraire. Mais à mon avis, je pense qu'on peut avancer, je pense qu'on peut faire autrement pour être représenté aussi. Jacques, c'est vrai qu'on posait la question hier aux organisateurs par rapport même d'ailleurs à cette contestation, que est-ce qu'aujourd'hui la caravane, enfin la messe n'est pas dite. Ils répondaient que mais en fait quand on voit un tout petit peu la situation qui s'est posée tout récemment au Kenya, où c'est avec juste un budget introduit, automatiquement c'est des contestations, c'est tout le peuple alors qui contestait, alors que ce budget finalement, William Ruto, le président, a fait retirer même d'ailleurs ce budget. Et on attendait quand même un scénario comme cela. Est-ce qu'au Togo, ça pourra se passer aussi? Non, vous savez, Pascal, il faut qu'on ne se voile pas la face. Vous savez, dans un pays où l'opposition n'existe pas, il faut reconnaître que le parti qui est au pouvoir également ne pourra pas travailler. Parce qu'il faut une opposition qui soit à la veille. C'est-à-dire que quand quelque chose ne marche pas, c'est l'opposition là qui doit toujours tambouriner aux oreilles de ce gouvernement-là pour que le gouvernement puisse travailler. Vous comprenez? Donc je crois que dans un pays où l'opposition, on a une opposition amorphe, je vous dis que le pouvoir également en place aura des problèmes pour avancer. Parce qu'ils vont se dire, ils n'ont plus d'obstacles. Vous comprenez? Ils ont un boulevard. Ils peuvent circuler à 100 à l'heure. Il n'y aura plus personne qui puisse faire quoi que ce soit. Alors que ça, c'est vraiment dangereux. Il faut avoir toujours une opposition au sein d'un régime pour pallier effectivement le travail que ce gouvernement est en train de faire et l'opposition qui est là. Parce que
une opposition, il faut reconnaître que c'est une opposition qui guide, c'est une opposition qui réveille, c'est une opposition qui est là tout le temps pour rappeler ce qu'il faut faire. C'est comme les médias dans un pays. Vous savez, aujourd'hui au Togo, s'il n'y avait pas ces médias, les radios et avec les débats que nous avons là, il faut reconnaître que nous serons vraiment complètement perdus. Donc je crois que c'est toujours une bonne chose d'avoir une opposition qui est là, qui dit ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Uriel a fait cas, par exemple, de Guéritama, qui était, par exemple, à l'Assemblée nationale. Quoi qu'on dise, il était seul, mais de temps en temps, c'est un monsieur quand même qui écrivait, qui interpellait, et c'était bien. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui travailler. Et qui donnait d'autres points de vue. Voilà, donc je crois qu'il faudrait vraiment... Il ne faut pas tuer effectivement l'opposition dans un pays. Il faut toujours avoir une opposition qui est là. L'opposition, on sait que ce n'est pas des ennemis du pouvoir, hein, non. Mais c'est une opposition qui est là, qui rappelle tout le temps au gouvernement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne pas faire. Et comment, ensemble, aider le pays à avancer. Mais lorsque vous êtes là, les gens ne font rien. Bon, dites-vous que vous serez là en train de dormir et vous allez prendre du poids. Et lorsque vous prenez du poids, vous savez ce que c'est. Quand vous prenez du poids, donc vous avez des problèmes. Il y a des problèmes cardiaques et autres là qui vont commencer par venir. Et si vous ne savez pas faire, mais c'est des problèmes que vous créez. Donc je crois qu'il faut une opposition qui fasse chaque matin que vous puissiez faire du sport, hein, pour vous dire que, attention, si je dors un peu, je risque d'avoir des problèmes. D'accord. Merci beaucoup, Jacques. Maintenant, nous allons donner la parole aussi à nos auditeurs, hein, qui ont pris le temps nécessaire alors de nous écouter. Et nous allons leur donner aussi la parole de participer à cette émission. C'est sur le 22 21 33 114 91 36 63 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Fine, légère, équilibrée et rafraîchissante, Warsteiner, une bière internationale, prestigieuse allemande, brassée depuis 1753 par la 9e génération de la même famille, est enfin au Togo, sous licence par la Société Nouvelle de Boissons SNB. Warsteiner, bière blonde, 100% malt, brassée selon la loi de la pureté allemande. Warsteiner, la vie dorée, Sikavi, format 50 centilitres à 650 francs CFA. Warsteiner, la vie dorée. Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canal Box. Miao, comment ça? Canal Box est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à Internet en illimité. C'est bien, sans aucune limite de mégas, hein, H24 et 30 jours sur 30. Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique, Canal Box, hein? Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre Canal Box sont gratuites. Gratuite? Comment, ma? Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs. Je veux avoir ma Canal Box. Appelle vite Canal Box au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canal Box. Vive l'Internet illimité. Chérie, tout à l'heure là, je viens de t'appeler, puis le foutu est déjà prêt. Mais voilà, tu n'es pas à la mode. C'est la machine à foufou mix qui tourne. La réduction de 100 000 francs CFA sur tous les foufou mix se poursuit. Du 24 juin au 6 juillet 2024, prépayez votre foufou mix et économisez 100 000 francs CFA pour une livraison au mois d'octobre, le mois du consommé local. Facilitez-vous la vie avec Foufou Mix, une entreprise citoyenne à votre service. Info online 90 78 72 30, 90 78 72 30 ou 97 55 28 28, 97 55 28 28. Au début
gamme de Canal Boutique, votre magasin de prêt-à-porter où vous trouverez tout article vestimentaire homme. Pour le renouvellement de votre garde-robe, votre mariage ou autre cérémonie, vous trouverez ce qu'il vous faut à haut de gamme de Canal Boutique. Costumes 2 ou 3 pièces, saharienne, blazer, pantalon chemise, ceinture, chemise et chaussures, le tout de qualité supérieure. À haut de gamme de Canal Boutique, passez les commandes des articles pas disponibles en magasin. À haut de gamme de Canal Boutique, vous trouverez des parfums de grande qualité. Vous aimez du beau? Alors faites-y un tour. À Canal Boutique, vous y trouverez de la qualité. Canal Boutique, boulevard du 13 janvier, en face du feu tricolore et du terrain nu de la Lodato. Contact 90 77 97 07. 93.5 Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et vous comprenez que nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 63 115. Premier auditeur, allô? Allô, bonjour. Bonjour Papa Sodiné, comment vous allez? Quelqu'un a dit tout à l'heure là-bas que si les gens sont en public, qu'on ne les laisse pas. Mais vous savez que le petit pont allant vers la colombe de la paix là-bas, là, malgré qu'il y a un véhicule de la gendarmerie qui est toujours garé là-bas, les gens qui vont en public là-bas, sur le pont, ils passent, ils filment en public de la drogue. Et je demande à la personne là, si lui, il était là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Merci. Merci beaucoup Papa Sodiné pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez participer au débat de ce matin sur votre radio Canal FM. 22 21 33 114 91 36 63 75 91 36 63 75. Autre auditeur, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour le plateau. C'est Armand. C'est Armand, oui. Voilà, allez-y Armand. Dans un premier temps, je voulais un peu revenir sur les dégâts de la drogue, les stupéfiants que les uns et les autres prennent. Aujourd'hui, avec les problèmes du quotidien, certains pensent que utiliser certaines substances peuvent leur permettre d'accroître leur positivité, mais c'est vraiment un faux problème. Et plus encore concernant nos amis, les conducteurs de taxi-moto, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. Il va falloir que les organismes qui s'occupent de ce côté-là puissent sensibiliser encore plus. Quand on revient un peu sur les tiraillements que l'opposition, une partie de l'opposition fait contre la nouvelle constitution, mais bon, il y a une incohérence au niveau de l'opposition togolaise. Puisque nous tous nous savons qu'avant les élections, le double scrutin législatif et régional, l'opposition togolaise avait appelé quasiment à un référendum, oui ou non, contre la nouvelle constitution. Elle a été laminée. C'était un échec retentissant. Donc aujourd'hui, il va falloir que les gens puissent tirer les conséquences de ce scrutin. Savoir que non, bon, on a bien dit aux populations ceci, mais bon, à l'arrivée, je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qu'ils veulent faire. Se lever contre la République. Merci. Merci beaucoup Armand pour votre intervention. 22 21 33 114. Allô? Et bonjour. Oui, bonjour Basile. Ah, comment vous allez? Ça va, et chez vous? Allez-y. Bon, moi, je vais demander si on est un peu cohérent, comme le président vient de dire. Je pense que c'est lui-même qui n'est pas cohérent. Je vais demander à Jacques, qu'est-ce qu'il veut que l'opposition fasse? Celui qui est en face, il procède en faisant tout par la force. Il veut que l'opposition
aille aussi dans le sens de la force ou bien c'est comment? Il peut me répondre, ça me plairait. Bon, le titre, on ne peut pas le faire, mais la personne fait ça. Et attend que si tu fais quelque chose, tu vas voir. Bon, c'est ça, il veut que l'opposition réponde comme ça. Moi, je ne sais pas. On appelle à quel référendum? C'est l'opposition qui va appeler au référendum. On dit que pour changer ça, il faut que ça soit par référendum. Il dit non, que lui va faire. Et il a fait ça, il est là. Et c'est ça, on qualifie que la messe est dite. C'est quelle messe qui est dite? Non, il ne faut pas qu'on raisonne comme ça là. Merci. Merci beaucoup, Basile. 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse et réagir alors sur le débat ou les sujets discutés aujourd'hui au Club de la Presse, bien sûr. 22 21 33 114 91 36 63 75. 91 36 63 75. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va, c'est M. Mauto. Oui, M. Mauto, allez-y. Salut le plateau. Salut, mon information porte sur la drogue. Le phénomène de la drogue maintenant à Lomé, l'heure est grave. Moi, j'interpelle directement le ministre de la Sécurité. Il doit faire une véritable répression, des sanctions. Vous voyez maintenant à Lomé, les gens ne cachent plus la drogue. Ce qu'on appelle la péquée là, ça se pique partout. Les gens filment à ciel ouvert. Et dans ces quartiers-là, nous avons nos enfants et nos petits qui sont dans ces quartiers. Vous voyez comment c'est dangereux? Non, l'heure est grave. Merci, bonne émission. Merci beaucoup, Mauto. 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir. Allô? Allô. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Madame Essie. Oui. J'espère que vous allez bonjour bien. À vous tous. Et puis, je fais un coucou à Carlos. D'accord. Vous voyez que je pense à vous tous. Tout à fait. Je fais un coucou à Carlos. Où est-ce qu'il se trouve? Je le demande à Jacques. Il peut le savoir, parce qu'il est président de votre presse, non? Et puis, Ferdinand, tout le reste, je leur dis à tous bonjour. Et puis, bon, Jacques a fait un développement pour parler de l'opposition, tout ça là. On était dans ce pays-là. Vous aviez vilipendé un seul parti politique. Ce sont les Verts. Tout le temps là, vous avez vilipendé que ces gens-là, qui n'ont jamais collaboré, qui ont plutôt combattu, qui ont été le plus fort de cette dictature. Mais vous les avez combattus plutôt. Et puis voilà, et à la fin, vous nous dites qu'il n'y a plus d'opposition au Togo. Mais c'est tout, hein. À la fin, vous nous dites ça. Et maintenant, vous parlez de quelle opposition pour faire quoi? Ils n'ont jamais gouverné, on a refusé qu'ils gouvernent, qu'ils viennent pour nous faire du bien. Hein, pour nous gouverner humainement. Les gens ont refusé pour l'argent et le pouvoir. Et vous voulez quoi? Et puis voilà, la drogue, tout ça là, bon, quand on est délivré, les enfants ont perdu leur repère, ils n'ont rien à faire, ils sont devenus des dealers et tout, le pays est détruit par la non-alternance. Il faut que les gens le savent. Il faut alterner dans une république pour que la république décolle comme en France. Merci. Merci beaucoup, Madame Issi, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce lundi. 22 21 33 114 91 36 63 75. 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse et réagissez sur les sujets débattus ici au Club de la Presse de ce lundi. 22 21 33 114 91 36 63 75 91 36 63 75. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom c'est? Joe. Joe. Oui. Vous nous appelez de quel quartier? Agoué. Joe, allez-y. Bon, moi, je voulais juste parler de cette histoire de drogue. Bon, le problème aussi, ça vient de la maison. Ça vient de l'éducation que les parents donnent. Joe, si vous pouvez aussi un peu la voix, ce serait intéressant. Oui, je dis, hein, c'est par rapport à l'histoire de drogue qui se répand un peu partout. Tout à fait. Et moi, je dis, des fois aussi, ça vient de la maison. De l'éducation que certains parents donnent à leurs enfants.
quand vous voyez certains comportements de vos enfants, vous ne voulez pas les serrer. Juste peut-être. À l'époque, moi, je me rappelle, je peux prendre mon exemple. Moi, j'ai été, pour ne pas dire enfant de rue, j'ai fréquenté des gangs, mais je n'ai jamais touché à la drogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dépend de comment ma maison est. Je ne peux pas venir avec ne serait-ce que même odeur de fumée, c'est-à-dire odeur de brûler sur mon corps. Mon papa va me tuer. Aujourd'hui, les parents ont délaissé l'éducation de leurs enfants à la maison au profit des enseignants. Voilà que maintenant, ces enseignants, on leur dit, en fait, on ne veut pas de châtiment corporel. Les enfants deviennent des bandits. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Au moins, si tu n'as pas peur de tes parents à la maison, au moins, c'est que l'école peut te redresser. L'école ne veut plus redresser. Donc, vous voulez quoi? Maintenant, on avait parlé de fumer dans les lieux publics. Je sais qu'il y avait une loi qui interdit ça, mais qui l'applique? Des fois, même quand vous arrivez quelque part, quelqu'un qui m'a à côté de vous, vous demandez à ce monsieur-là, monsieur, s'il vous plaît, ou bien vous êtes là même avant que le gars n'arrive. Il commence pas à fumer, vous lui demandez, monsieur, arrêtez votre cigarette. Ça devient bagarre pour vous. Et je ne vois pas quelle autorité est habilitée peut-être à régler cette histoire-là. Parce que la personne va se dire, peut-être qu'il est pour ne pas dire un responsable ou bien quoi quelque part, donc vous ne pouvez pas le toucher. Si on veut vraiment, parce que la prolifération de la drogue, c'est dans les milieux scolaires maintenant. Avant, c'était des bandits qui sont dans les cimetières et autres là. Mais maintenant, c'est venu dans les établissements. Il va falloir que les étudiants commencent pas à retirer les taux. Qu'on donne maintenant, comment l'appelle ce droit-là, ou bien aux enseignants, aux surveillants, de pouvoir contrôler ces enfants. Quitte à peut-être insérer un peu le châtiment corporel. Sinon, c'est vrai, notre jeunesse va à la dépravation. Merci. Merci beaucoup, Zo, pour votre intervention. 22 21 33 74 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. 22 21 33 74 91 36 63 75 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce lundi 22 21 33 114. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, M. Pascal. Oui, votre nom, s'il vous plaît? Kossi de Sagbado. C'est Kossi de Sagbado. Par rapport à la drogue et à la cigarette en public, je voudrais demander, est-ce qu'on vous a donné un numéro sur lequel on peut appeler si quelqu'un est en train de fumer ou qu'on le surprend? Pour le moment, non. D'accord. Il faut que l'État nous donne un numéro. On surprend un jeune ou bien on surprend un groupe en train de fumer quelque part, qu'on puisse les appeler. Ce n'est pas cette fois seule qu'on peut arriver à éradiquer ce phénomène-là dans notre pays. Parce qu'il y a des gens qui fument en public. Quand tu le dis, ils ne l'acceptent pas. Un jour, moi et une blanche, on s'est querellé. On était dans un restaurant, le blanc sort la cigarette et elle commence pas à fumer. Je lui ai dit non, tu ne peux pas fumer comme ça en public. Est-ce que ça peut se passer en France? On a commencé à se chamailler. Je lui ai dit que s'il n'arrête pas de fumer, moi et lui, on va se bagarrer. Je suis prêt que la gendarmerie vienne nous interpeller. Et il a arrêté. Donc, il faut que l'État nous donne un numéro vert sur lequel on peut faire appel aux forces de l'ordre quand on surprend quelqu'un en train de fumer en public ou bien en train de fumer la drogue quelque part. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Kossi. Je pense que Monsieur Kossi, c'est le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce lundi. Nous revenons en plateau pour cette émission pour faire un dernier tour de table, bien sûr, et clôturer l'émission. Alors, Uriel, vous avez écouté les uns les autres se prononcer. Finalement, la question surtout de la consommation de la drogue a intéressé beaucoup de personnes, puisqu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'auditeurs qui sont revenus alors sur le sujet. Non, c'est plus qu'intéressant parce qu'aujourd'hui, on remarque que les gens ont abandonné un peu la politique pour s'intéresser à la consommation de la drogue. Je m'intéresse à l'avant-dernier auditeur qui souhaite le retour de l'usage du bâton dans les écoles. Je pense que les gens continuent par se tromper. Celui qui a fabriqué l'avion, celui qui a fabriqué la radio, celui qui a fabriqué tout ce qui existe n'a pas été châtié par le bâton. Vous savez, quand vous êtes élevé dans la violence, aujourd'hui, ceux qui expriment la violence dans la société, la plupart ont été élevés dans la violence. Le bâton n'est pas un instrument de redressement ou bien d'accroissement de l'intelligence de l'enfant. Non.
Nous, on n'a pas, on n'a pas eu la chance d'être éduqués comme les enfants sont en train de l'être aujourd'hui. Le bâton ne règle rien. Au contraire, quand l'enfant grandit dans cette violence, il y a cette mentalité qui s'ancre en lui, et demain, lui aussi trouvera que c'est bon d'utiliser le bâton à l'école. Vous savez, il y a des parents, moi, par exemple, tu ne peux pas utiliser, j'ai ma manière d'éduquer mes enfants, et ils sont respectueux dans la rue. Ils ne vont pas être éduqués par le bâton à l'école. Non, c'est pas possible. Et l'État même, le législateur même a beaucoup réfléchi là-dessus avant d'interdire l'usage du bâton. Le blanc, grâce à qui nous sommes partout, on parle ici, les gens nous entendent depuis les États-Unis d'Amérique. Ces inventeurs-là n'ont pas été éduqués par le bâton. Il faut que les gens abandonnent carrément cette idée-là. S'ils ont des arrière-pensées, là d'accord. Sinon, l'usage du bâton, c'est pour un animal, on utilise le bâton. Ce n'est pas pour un être humain. Donc, ils peuvent utiliser le bâton. Même à la maison, tu utilises le bâton contre ton enfant. S'il est blessé, la police viendra te chercher. Ou bien, je mens. La police va te chercher. Ce ne sont pas des animaux. D'accord. Jacques? Non, je crois que le plus important nous incombe, nous, en tant que parents, à revoir effectivement le comportement de nos enfants à la maison. Parce que si les enfants consomment aujourd'hui cette drogue-là, soit au niveau de la rue, à l'école ou les fréquentations. Donc c'est à nous parents de savoir comment éduquer effectivement nos enfants à la maison. Lorsque ces enfants-là sortent de la maison, qu'ils se comportent de la même façon que vous les éduquez à la maison. Nous avons vu dans ce pays où lorsque les enfants sortent de la maison pour aller à l'école, ils ont deux tenues. Ils portent une très belle tenue chez leurs parents, mais après avoir quitté la maison, ils abordent une autre tenue pour faire ce qu'ils veulent. Donc, il faudrait aujourd'hui que cette éducation-là, c'est une éducation entre parents, à l'école et également les amis. Parce que la rue ne peut jamais éduquer votre enfant. Si vous laissez votre enfant à la merci de la rue, ce que vous allez souffrir demain. La drogue-là se consomme où? Effectivement, c'est dans ces lieux-là. Donc, plaise à Dieu que les parents et les enseignants et chacun d'entre nous, nous puissions effectivement avoir en idée que nous devons avoir des enfants pour demain, c'est-à-dire la nation de demain. Nous devons éduquer ces enfants-là aujourd'hui pour pouvoir mieux gérer le pays demain. Didier? Bon, sur la question du bâton, je ne serais peut-être pas d'accord avec mon ami Uriel, parce que moi je suis pasteur dans une autre vie, et donc moi ma Bible dit que le bâton corrige l'enfant, et il dit d'ailleurs qu'il éduque l'enfant selon la voie qu'il doit prendre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est la Bible qui parle. Oui, non, ça on va pas faire ce débat. Et donc chaque parent pourra éduquer son enfant selon la manière dont il pense, pour voir si ton enfant écoute ta voix, c'est bon, mais il y a des enfants qui ont besoin quand même d'un peu de bâton. Maintenant, ce que je salue, c'est naturellement que cette fois, les auditeurs ne sont pas revenus également sur des questions politiques. C'est vrai que la question de la drogue, là, c'est la preuve que la question de la drogue est un problème de société aujourd'hui. Et il faut véritablement, comme un des auditeurs l'a proposé, que le ministère de la Sécurité puisse mettre à disposition de la population un numéro vert sur lequel, lorsqu'on surprendra un groupe d'enfants en train de fumer de la clope ou autre chose quelque part à la plage où ils ont des friandises de drogue et tout ça, ou encore des gens qui fument dans les lieux publics, qu'on puisse se signaler ces choses-là pour qu'on arrête le phénomène, parce que comme on dit, on ne va pas laisser le Togolais de demain être un Togolais drogué ou qui n'apporte rien à la société et qui est plutôt de la charge pour les parents et pour la République. Didier, je reste avec vous pour votre carton de fin d'émission. Je n'ai pas à proprement parler de carton de fin d'émission. Notes plutôt. Non, de notes, mais je veux juste nous exhorter, naturellement, nous parents, on parle de cette histoire de drogue, on vient d'avoir les résultats de BPC, on sait que c'est pas de la joie. Catastrophique. Oui, c'est catastrophique comme taux de réussite selon ce qu'on a, même si officiellement au niveau du ministère, on n'a pas encore les vrais chiffres. C'est catastrophique quand même. Et il faut véritablement que les parents prennent ce phénomène-là à bras le corps durant ces vacances qui s'annoncent, et qu'on puisse encadrer les enfants pour que l'année prochaine, on puisse avoir un meilleur taux au BPC. D'accord. Uriel? Alors, la dernière fois, j'avais attribué une mauvaise note au ministère de l'enseignement primaire secondaire pour n'avoir pas encore supprimé le probatoire. Mais aujourd'hui, je félicite ce ministère pour avoir instruit. La note d'abord.
La note, bon, disons 9 sur 10. Là, ça m'a tellement réjoui. Si une note objective. Objective. Si ces résultats venaient à être confirmés, je vous assure que je vais adresser un courrier de félicitations à ces ministères pour avoir instruit à appliquer la vraie correction au BPC. Là, moi, je ne parlerai pas de catastrophe, mais je parlerai plutôt de la logique. Au moins, on a appliqué ce qui doit se faire et voilà les résultats qu'on a obtenus. Ça, franchement, félicitations à ces ministères. Jacques, votre note de fin de... Non, je n'ai pas de note, mais inviter le gouvernement, parce que ce que nous constatons aujourd'hui, les plus grands emplois concrets aujourd'hui, c'est au niveau de la Lonato. J'ai vu que la fois passée, ils ont encore créé Lonato, quoi? Non, quand même, matinal. Non, je crois que... Le taux matinal. Le taux matinal. Non, je crois qu'il ne faut pas essayer de créer ces jeux-là. Finalement, vous allez rendre les gens paresseux et vous risquez de créer dans le pays une société de soulards. Parce que la Lonato, quand les gens prennent cet argent-là, souvent ils vont dans les kiosques de Sorabila. Et vous risquez d'avoir des soulards, une société de soulards dans le pays. Donc je crois qu'il faut créer vraiment de vrais emplois pour aider effectivement nos populations à trouver un emploi au lieu de laisser tout le temps les gens jeux cadeaux, Lonato, quoi. Non, quand même. D'accord. Merci beaucoup, chers confrères. Uriel, merci. Jacques, merci à toi. Merci beaucoup, Didier, d'être passé alors dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Géraud Dakouta a assuré la mise en ligne. Moi, je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.